Oui, alors les fêtes foraines, c'était aussi le rêve pour les enfants, le rêve pour les familles, l'amusement, mais aussi le rêve. Est-ce que il y a chez vous une part de rêve d'enfant? Les fêtes foraines, c'est le rêve éveillé. C'est-à-dire, à ne pas confondre avec le rêve que l'on a dans son lit. C'est un rêve actif. Quand on regarde les sculptures foraines, elles vont dans tous les sens, comme les sculptures baroques, comme les sculptures de l'Église catholique, de l'autel de l'Église catholique. C'est un effet labyrinthique qui est destiné à perdre l'œil, ou à occuper la partie raisonnable du cerveau. Ce qui fait qu'on est disponible, on est dans l'instant pour regarder et pour vivre, pour participer. Un manège est un scénario. Un manège est un scénario qui est quand on monte sur un manège de chevaux de bois, on devient cavalier. Quand on monte sur un manège de vélo, on devient cycliste. Donc on joue un rôle. Et ici, j'ai développé au plus fort cette notion du théâtre. J'étais donc antiquaire et comédien, et j'ai réuni des objets du spectacle. Je les ai ensuite, parce qu'ils avaient une parole très forte, je les ai ensuite mis en scène, disposés de manière à ce qu'ils soient lisibles, qu'ils soient visibles, c'est-à-dire que ce sont des mots que l'on entend avec les yeux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qu'ils disent est différent pour chacun d'entre nous. Selon notre vécu, on va comprendre un objet différemment. Je n'aime pas intellectualiser le livre. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de sous-titres. Parce que à quoi cela servirait de savoir qu'un objet a été fait par Friedrichshain à Neustadt-sur-Orla en 1880? Ce qui est plus intéressant, c'est de le sentir, de le voir et de vivre l'instant, d'oublier son quotidien. Donc toute ma recherche est de créer un grand théâtre sur mon endroit, un grand théâtre de 10 000 mètres carrés, où le public va pouvoir déambuler, se positionner n'importe où et être acteur, et converser avec les objets qui sont acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que vous avez des objets mis en scène qui conversent avec des spectateurs, acteurs, et des artistes qui déambulent dans cet univers et qui sont les chefs d'orchestre. Un univers un peu merveilleux d'ailleurs. Il y a un gros travail de mise en scène. Pour pouvoir comprendre un objet, il faut qu'il soit exactement ajusté pour que l'œil le perçoive au bon niveau, sous le bon angle. Et quand il y a quelques centaines d'objets à mettre dans une pièce, il faut aussi qu'ils ne créent pas de brouhaha entre eux, il faut qu'ils s'entendent bien, il faut les marier entre eux. Donc c'est ça la mise en scène. Alors, pouvez-vous nous parler de ce salon vénitien, qui est de toute beauté? Le salon vénitien, c'était un peu une gageure, puisque nous sommes dans des bâtiments d'architecture industrielle du 19e siècle. Ouais. À ce propos, je dois préciser qu'ils ont été faits par un architecte qui s'appelle Lheureux, élève de Baltard et d'Eiffel. Ils ont donc une structure eiffelienne, métallique, qui est un document important de l'époque 1900. C'est pourquoi ils sont inscrits à l'inventaire. Et ces bâtiments correspondent exactement à l'époque de mes objets, qui sont eux aussi de la fin du 19e siècle. La gageure était de faire un salon vénitien, un palais vénitien, dans un bâtiment d'architecture industrielle du 19e siècle. J'ai donc fait creuser la pierre de meulière de manière à enlever les joints qu'il y avait entre chaque pierre, de manière à rendre les murs complètement ruiniques. Et le fait d'apposer des sculptures avec de la dorure, avec une sculpture baroque sur ces éléments ruiniques, a créé un contraste de luxe mélangé avec de paradoxe. D'autre part, il fallait évoquer Venise sans être trop prétentieux, parce qu'il faut arriver au niveau. Donc j'ai simplement agi par symbole. Il y a un pont à l'intérieur du bâtiment, un pont réel en marbre, avec des pierres du XVe siècle, qui représentent des lions. On est à Venise. Et il y a des gondoles. C'est intéressant parce que les forains ont copié au XIXe siècle les gondoles des doges pour mettre sur les manèges. Donc il m'a été très facile de réaliser un manège de gondole vénitien à partir de ces éléments. Les lanternes,
des plombs du XVIIe qui représentent les commediantes et tragédiantes et qui évoquent la commedia dell'arte qui a redonné la parole au théâtre à Venise. Venise est un phénomène vraiment très intéressant. À la fin du XVIe, le doge, découvrant que le commerce ne marchait plus vraiment, décide de passer le carnaval qui durait jusque-là, une semaine par an, à 6 mois par an. Vous imaginez l'ambiance dans une ville où pendant 6 mois on est déguisé, où on ne reconnaît plus les bonnes sœurs des belles sœurs. Une ambiance qui avait une certaine licence, effectivement. Mais en faisant cela, il a créé le premier concept touristique. Et je crois qu'il a bien réussi son coup, parce que ça continue. Ouais. Il y avait également à cette époque 100 casinos à Venise. Alors, le casino, pas comme aujourd'hui, beaucoup plus petit, avec des dames en plus. Et c'était aussi le Las Vegas de l'époque. Donc c'est intéressant d'imaginer ce lieu festif. Pour un lieu de fête comme le mien, c'était en adéquation parfaite. Et le carnaval, c'est l'inversion des valeurs. Ce qui est en haut est en bas, c'est la fête des fous. Alors l'enfer est au plafond, le pont est dans le bâtiment, les fenêtres donnent sur l'intérieur comme si on était à l'extérieur. J'ai joué sur la rupture de toutes nos références, de manière à ce que les gens vivent l'instant et soient ici et maintenant et fassent ce voyage immobile à travers l'espace et le temps, pour être à Venise, au XVIIIe siècle, un soir de carnaval. Jean-Paul, dans cette collection, quel est l'objet qui vous touche le plus? Ou les objets qui vous touchent le plus? Il y en a un pour lequel j'ai beaucoup donné, et où j'ai pris beaucoup de risques, c'est un manège de vélo. Je l'ai acheté démonté, je ne savais donc pas s'il était complet. Il manquait d'ailleurs le rail. Le rail, c'est-à-dire les vélos, ce sont des draisiennes très très lourdes. Les 25 mises bout à bout, ça doit faire 2 tonnes 500. Et quand 25 personnes pédalent dessus, il va très vite. Il va sur un rail. Or, le rail manquait. Pour le faire fabriquer, j'avais besoin de documents, parce qu'il ne fallait pas que je me trompe sur la circonférence. Avec des vélos démontés, je ne pouvais pas connaître la circonférence que ça pouvait donner. Et j'ai découvert un catalogue, ce qui est très très rare, un catalogue de l'époque 1900, sur un papier très fin, fragile. Les forains sont vraiment de tradition orale, ne conservent pas le papier. Donc c'est excessivement rare. J'ai la chance d'avoir un catalogue sur ce manège. Je lis la dimension du rail, 8 mètres 60. Il me manquait le dernier chiffre, une souris avait mangé le papier. Alors, on a fait ce rail, on ne s'est pas trompé. Aujourd'hui, il tourne à 60 et quelques km/h, ces vélos, sur ce rail, donc il fonctionne bien. Et quand on dit 60 et quelques, c'est intéressant, parce que en 1861, on a inventé le pédalier. Oui. Et aussitôt, plus de vélos sur les fêtes foraines que sur les routes. Et lorsque de forts gaillards devaient pédaler à cette époque-là sur ce manège, ils devaient atteindre 60-70 km/h. Et à la réflexion, à quelle vitesse a-t-on été avant? Quand a-t-on atteint une vitesse de cet ordre-là? C'est une des premières fois dans l'histoire de l'être humain. Un cheval atteint 60 km/h, mais pas pendant très longtemps, et les dépasse quand même pas. Tandis que là, on peut aller jusqu'à 70 km/h. C'est donc un éléphant va à 50 km/h, et bien sûr, si on veut chevaucher un jaguar, mais c'est difficile. Donc on a appris la vitesse sur ces manèges. C'est pas innocent un manège. Vous l'avez trouvé dans quel contexte? Oh, je l'ai trouvé chez un forain. Oui. Démonté, on l'a remonté, on l'a restauré. Il y a eu 30 000 heures de restauration. C'est énorme. 18 corps de métier sont intervenus dessus. Le sellier, le sculpteur, le peintre, bronzier. Enfin, c'était passionnant comme restauration. Et aujourd'hui, il fait vraiment rêver les gens. Je me dis que quand je les vois rire assis sur ces selles, je pense aux dizaines, centaines de milliers de personnes qui sont
précédé sur ces vélos, et toute la joie qui a dû charger ce manège doit provoquer quelque chose. C'est pour ça qu'ils paraissent si enthousiastes. Quand on réfléchit bien, monter sur un vélo, c'est pas difficile aujourd'hui. Comment avez-vous pu d'ailleurs financer toutes ces restaurations coûteuses finalement? Et les lieux ici sont coûteux. On rappelle qu'il y a plus d'un hectare d'exposition et vous n'êtes pas subventionné, je crois. Hein. Même le terme de subvention, je l'ai proscrit de mon vocabulaire. Alors quand je l'entends, je ne sais plus ce que ça veut dire. D'accord. Le rire n'est pas pris au sérieux en France. Je n'expose ici que 10% de mes collections. Le reste est dans des entrepôts sur le site, puisqu'il y a 2 hectares ici, dont seulement la moitié est ouverte au public. Et j'ai attendu pendant une dizaine d'années que l'État monte le réel musée, avec tous les objets, avec une fonction bien sûr de musée qu'un privé ne peut pas porter tout seul. Heureusement, j'avais beaucoup travaillé dans ma vie, j'avais eu d'autres activités qui m'ont permis de m'auto-mécéner pendant une trentaine d'années. Et puis un jour, un peu moins, un petit peu moins. Et puis un jour, je suis passé aux actes. Un jour, je me suis mis à exploiter. Et je pense avoir inventé un concept de lieu à thème événementiel qui fonctionne surtout par des réceptions, des sociétés ou alors des mariages, en tout cas des personnes qui viennent faire des fêtes dans mon lieu. Il y a à peu près 300 manifestations par an qui me permettent d'autofinancer la conservation des bâtiments, la protection du patrimoine et les 40 et quelques personnes qui travaillent ici. Parallèlement à ça, ça me permet aussi de m'offrir le luxe de recevoir des visiteurs en visite de groupe. Je dis luxe parce que ça ne rapporte, c'est pas avec ça qu'on peut survivre. Mais je ne tiens pas à fermer mes portes. Depuis que la peine de mort a été supprimée, je ne supporte pas qu'on condamne une porte. Donc je m'efforce d'ouvrir la mienne. Et donc je reçois les personnes en visite de groupe. Ils peuvent s'inscrire sur Internet pour rejoindre un groupe déjà constitué, Internet ou par téléphone. Et il y a au total, à travers ces 2 modes de visite, 250 000 personnes qui passent ici par an. C'est donc pas le moindre musée parisien. Alors pourquoi d'ailleurs ce choix de portes ouvertes en fin d'année? Ça fait la 2e année que vous faites des portes ouvertes comme ça. Pour mieux faire connaître les lieux, C'est parce que je sais qu'il y a un besoin, qu'il y a une demande. Et je le fais, c'est très dur, c'est très très dur pour le patrimoine, parce que les gens qui viennent ici prennent un peu ça pour un parc d'attractions. Et ce sont surtout les manèges qui les concernent. Et j'aimerais bien qu'ils regardent un peu les objets aussi. Les objets, l'ambiance. Et ils vivent l'ambiance. Qui est très prenante. Ça, au moins une chose. Je crois que beaucoup de gens vivent avec un écran devant les yeux, ne voient pas ce qu'il y a à droite, à gauche, au-dessus, en dessous. Mais je cherche à briser ce cadre, ce cadre cathodique qui les guide dans la vie. Donc, j'arrive à le faire exploser. Même s'ils ne voient pas les choses, ils les vivent. Et c'est quand même une victoire. D'autres projets ? Vous savez, le rêve est un projet qui suffit à une vie. Oui. Eh bien, merci Jean-Paul, en tout cas, de nous avoir éclairé sur ces lieux. Merci.